Alors, donc, j'ai été chargée de parler de déficit immunitaire de l'adulte. Donc, je me suis trouvée avec une question très difficile pour faire parcourir tous les déficits immunitaires. Mais Oustad Admou, il m'a dit de choisir les déficits immunitaires le plus fréquent chez l'adulte. Donc, ça me facilitera la tâche, Inch'Allah. Alors, vous savez très bien que c'est un groupe hétérogène de maladies correspondant à des déficits immunitaires avec des situations cliniques diverses, inattendues. Ça peut être des maladies pédiatriques qui vont être révélées à l'âge adulte et souvent comme chez l'enfant, mais aussi beaucoup plus fréquemment chez l'adulte, il faut éliminer les causes secondaires et choisir les examens cliniques en fonction de la situation. Et bien sûr, on ne retrouve que ce qu'on cherche. Donc, il faut d'abord penser au déficit immunitaire pour pouvoir le retrouver, situation qui est souvent sous-diagnostiquée, surtout chez l'adulte. Alors, juste un moyen mnémotechnique pour penser à un déficit en utilisant les lettres du mot déficit. Donc, D pour DDB, diarrhée, élasticité, hyperlaxité, F, les infections aux champignons filamenteux, les infections à répétition orale avec essentiellement le pneumocoque, C, des manifestations cutanées, I, l'inflammation avec des lésions granulomateuses et T, quand on ne comprend rien. Voilà. Alors, les déficits immunitaires primitifs de l'adulte, c'est essentiellement un déficit de l'enfant qui évolue à l'âge adulte, ou bien c'est un déficit de l'enfance, mais qui a été découvert à l'âge adulte. Et je vais m'intéresser essentiellement à cette dernière situation en parlant de seulement deux types de déficits immunitaires. Alors, compenser un déficit immunitaire primitif de l'adulte, c'est essentiellement devant 12 signes cliniques par le centre référent des déficits immunitaires héréditaires. Et vous voyez qu'ils sont dominés par les manifestations infectieuses, que ce soit ORL ou pulmonaires basses, des manifestations mycosiques, des manifestations virales. Donc, l'infection domine le tableau clinique qui va vous faire évoquer un déficit immunitaire. Et devant des infections respiratoires hautes ou basses, il y a encore des présentations cliniques qui doivent vous faire suggérer le déficit immunitaire. Par exemple, le caractère récidivant d'une otite moyenne, des bronchites, des infections avec des germes qui sont peu virulents pour l'adulte, comme l'hémophilus influenzae, le streptocoque, des DB inexpliqués, un NPM compliquant une pneumonie, des abcès pulmonaires non expliqués, des maladies obstructives et restrictives pulmonaires, aussi un bronchospasme en dehors de terrain d'atopie et l'existence de lésions granulomateuses. Alors, parmi les déficits immunitaires les plus fréquemment retrouvés chez l'adulte, il y a le déficit immunitaire commun variable. Donc, sa fréquence et sa prévalence, elle est variable selon le lieu. Il n'y a pas de prédominance féminine ou masculine par rapport à l'autre sexe. Donc, le sexe ratio est à peu près de 1. Ce sont des maladies très hétérogènes et ils sont caractérisés essentiellement par des infections à répétition de la sphère orale, pulmonaire et digestive qu'on va détailler. Donc, toujours chez l'adulte, comme chez l'enfant, mais plus fréquemment chez l'adulte, il faut toujours éliminer les causes secondaires d'un déficit immunitaire avant de retenir le caractère primitif de ce déficit-là. Alors ici, j'ai pris deux études du Maghreb. Commençons par notre voisin le plus proche, l'Algérie, avec un article publié dans la pathologie de biologie en 2014, prenant 29 patients qui ont un DICV, et vous voyez que l'âge de diagnostic, il est de à peu près 23 ans, avec un délai de mise en évidence de diagnostic de à peu près de 13 ans. Et les infections sinopulmonaires dominent le tableau clinique avec 96% d'infections sinopulmonaires. Donc, vous voyez que vient après les DDB et les manifestations digestives
parmi lesquelles on trouve les manifestations infectieuses digestives. Une autre étude de la Tunisie, publiée aussi en 2014, vous voyez que aussi la moyenne d'âge mon diagnostic à 36 ans avec un délai moyen de diagnostic de 9 ans. Et on revient aussi sur le mode de révélation qui est fait par les infections récidivantes dans 87% des cas. Et ces infections, ils sont dominées par les infections pulmonaires et les infections sinusiennes. Alors, le tableau clinique des DICV, il est dominé par les infections, donc 90% des cas, suivi des phénomènes prolifératifs et des phénomènes auto-immunes. D'autres études de plus de 200 patients qui ont rapporté les pneumopathies au moins un épisode, si ce n'est pas plus, dans plus de 49% des cas. Alors, les agents infectieux impliqués dans les déficits immunitaires communs variables, on a essentiellement le streptocoque, d'accord, le pneumocoque, l'hémophilus influenzae, mais aussi les infections, les agents pathogènes intracellulaires. Et pour le Pseudomonas et le Staphylococcus aureus, ils sont impliqués essentiellement quand il y a des complications respiratoires à type de DDB. Donc, il faut les prendre en considération quand il s'agit d'un DICV avec des DDB et quand on veut traiter une surinfection pulmonaire. Par contre, il n'y a pas de sensibilité aux mycobactéries ni aux antifongiques. Un parasite qui revient souvent dans les manifestations diarrhéiques, c'est le Giardia. Donc, qu'il faut le prendre en considération. Et pour les infections virales, à part l'entérovirus, essentiellement aussi quand il y a un déficit sélectif en IgA. Alors, les manifestations digestives lors des DICV, donc regardons ici, ça c'est une étude c'est une méta-analyse qui a pris plusieurs études avec des manifestations digestives d'origine infectieuse et vous voyez que la Giardia sort fréquemment avec d'autres germes moins fréquemment comme le Campylobacter, Yersinia et aussi Salmonelle. Donc, il y a aussi une sensibilité aux mycobactéries. On ne voit pas ici l'Helicobacter pylori malgré le fait qu'il faut le chercher. On va voir par la suite pourquoi. Donc, les infections digestives en cas de DICV, je mets ici l'Helicobacter pylori malgré le fait qu'il n'est pas fréquemment retrouvé du fait que le patient il a pris plusieurs antibiothérapies pour traiter les infections respiratoires hautes et basses, ce qui fait qu'il est souvent non retrouvé, mais il faut le chercher parce que associé à l'atrophie villositaire, à l'atrophie gastrique, il y a le risque accru d'adénocarcinome gastrique. Donc le Giardia intestinalis, il est responsable de diarrhée chronique et de diarrhée récurrente. Et pour le diagnostic, on peut la mettre en évidence par la présence d'œufs ou de parasites dans les selles, mais en absence, ça n'élimine pas sa présence. Aussi, on peut le retrouver dans des biopsies duodénales. Donc, le traitement repose sur le métronidazole et en cas d'échec, on peut faire appel à l'albendazole. Le Campylobacter, donc ce sont des agents bactériens qui normalement ne nécessitent pas un traitement chez l'immunocompétent, mais chez l'immunodéprimé, en cas de DICV, il peut être responsable d'infections systémiques. Donc, le traitement, il peut reposer sur l'azithromycine que aussi sur la ciprofloxacine. Et les infections à répétition à ces germes-là, il est responsable d'une pullulation microbienne avec même, pour aboutir à la fin, une malabsorption digestive. Alors, ces infections lors de DICV, ils sont responsables de complications à long terme. Par exemple, pour les infections orales, ça peut aboutir à une sinusite chronique avec une perte de l'audition. En cas d'infection respiratoire basse à répétition, c'est les DDB. On peut aussi aboutir à des maladies hépatiques par des infections virales. Ici, c'est une image de DDB chez un patient qui présente un adulte avec découvert à l'âge adulte, avec une DICV découverte à l'âge adulte.
Alors, pour la prise en charge des infections en cas de DCV, les recommandations de centres de référents de déficit immunitaire héréditaire. Donc, essentiellement, c'est la substitution en immunoglobuline, ça vous le savez. Mais le traitement par les immunoglobulines, il favorise la réduction des infections à répétition, surtout qui sont dues à des germes encapsulés. Mais on a remarqué qu'il n'y a pas quand même, il n'y a pas une corrélation entre le taux d'IgG et des infections, et aussi qu'il y a la possibilité de persistance d'infections chroniques malgré le fait que le patient est découvert et il reçoit régulièrement, peut-être parce qu'il y a déjà certains germes qui deviennent au niveau intracellulaire et qui échappent à l'action des antibiotiques. Alors, pour la prophylaxie, les DCV en dehors de l'OKID. Donc, il y a essentiellement une prophylaxie bactérienne. Donc, on peut donner le cotrimoxazole pour prévenir les infections respiratoires. Aussi, on peut proposer l'azithromycine en cas de surinfection, de dilatation de branches. Pour le traitement, l'immunothérapie aussi, on peut proposer la prophylaxie par la vaccination contre le pneumocoque, contre l'hémophilis, mais aussi contre la grippe. Et pour la grippe, il ne faut pas oublier aussi de vacciner l'entourage. Parce que la vaccination chez le patient qui a une DCV, il est caractérisé par le fait de développement de corps, d'anticorps à un taux insuffisant. Il y a même des gens qui demandent la vérification de taux des anticorps secondaires à une vaccination pour voir est-ce qu'ils sont protégés ou non. Donc on va voir ça peut-être en long et large chez le professeur, dans la présentation du professeur Bousfiha. Alors ici, juste un mot concernant un déficit en IgA isolé sélectif. Malgré le fait que c'est parmi les déficits immunitaires les plus fréquemment retrouvés chez l'adulte, il peut passer inaperçu parce que les manifestations cliniques sont souvent ce sont des patients qui sont asymptomatiques et même et quand ils sont symptomatiques, c'est presque la même chose qu'on ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire des infections respiratoires hautes et basses et des infections digestives. Alors, deuxième type de déficit immunitaire chez l'adulte, j'ai préféré ici vous rapporter un cas clinique qu'on a diagnostiqué en collaboration avec le service d'immunologie représenté par le professeur Admo et le service de pédiatrie par professeur Bousfiha et professeur Eylel. Donc c'est un patient de 28 ans qui est issu d'un mariage consanguin et qui présente depuis la naissance des infections respiratoires à répétition. Et il se rappelle que comme à l'âge de 5 ans, il a été hospitalisé pour 2 épisodes de pneumopathie. À l'âge de 15 ans à l'âge de 15 ans, il avait fait une tuberculose multifocale pulmonaire, rénale et ganglionnaire, mais non confirmée, retenue sur des données de la biopsie réalisée, biopsie rénale avec des lésions granulomateuses et sans nécrose casieuse. À l'âge de 21 ans, il fait une deuxième fois une tuberculose ganglionnaire probable, non confirmée, retenue sur les données de la biopsie ganglionnaire, lésions granulomateuses sans nécrose casieuse. À 22 ans, maladie de Besset devant une aphthose bipolaire. À l'âge de 23 ans, abcès latérocervical d'origine streptococcique. L'épisode actuel, sachant que c'est un patient qui m'a été présenté par professeur Amal ici présent, service de dermatologie. Donc, il s'est présenté pour un abcès latérocervical droit avec de multiples adénopathies cervicales, une adénite axillaire gauche fistulisée. Il était quand même apérétique. La NFS, il y avait une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile. Une CRP élevée. On a fait une ponction de l'abcès qui a trouvé un Staphylococcus aureus mitties. Donc, c'est le professeur Sora qui m'a répondu. Et donc, l'équipe, il est là. L'équipe, il est présente. Voilà.
Et la biopsie ganglionnaire, on a fait une biopsie ganglionnaire pour chercher de quoi s'agit-il. C'était une adénite inflammatoire non spécifique parce qu'on a pensé aussi à une rechute de la tuberculose. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette biopsie-là. Alors, le patient, il a été traité médicalement avec une bioantibiothérapie, mais aussi un drainage chirurgical parce que l'abcès cervical, il était étendu en intramédiastinal. Donc, on a fait appel à la chirurgie thoracique. Il y avait une bonne évolution clinique, mais on s'est dit pourquoi ce patient fait ces infections à répétition depuis la naissance. Et c'est là qu'on a demandé l'avis de nos collègues parce que c'était la première fois qu'on voit ce cas-là. Et on a pensé à un déficit immunitaire probable. Donc, devant les infections à répétition, devant les lésions granulomateuses non caseeuses et comme d'habitude, on fait la sérologie VIH qui est négative et le NTB test qui était réduit qui a posé le diagnostic de granulomateuse septique chronique, c'est-à-dire un délai de diagnostic de 28 ans. Depuis la naissance et les infections, c'est à l'âge adulte où on a fait le diagnostic. Donc, c'est une maladie familiale rare avec une incidence qui prévalence de 1 sur 250 000 à 1 sur 200 000 naissances par an. Et il est souvent sévère et potentiellement mortel, ça vous le savez. On passe alors les agents infectieux responsables de l'infection en cas de granulomatose septique chronique. Il y a essentiellement le Staphylococcus aureus qui peut donner toutes les localisations possibles. Il y a une sensibilité aux mycobactéries, donc peut-être que notre patient il a fait une tuberculose, peut-être que c'était juste une granulomateuse. Aussi une sensibilité importante à l'aspergillus, avec des aspergilloses qui peuvent être même à répétition. Par contre, il n'y a pas de susceptibilité virale ni de susceptibilité aux parasites. Ici, c'est une pneumonie, pneumonie chez un adulte. D'autres localisations, donc pulmonaires, cutanées, neurologiques, hépatique, l'abcès hépatique qui peut être aussi dû au Staphylococcus aureus, c'est pas que les BGN, c'est le staph que vous pouvez le retrouver partout. L'aspergillose, donc qui est une manifestation très importante au cours de l'évolution granulomateuse septique chronique. Et l'aspergillose, c'est une infection qui s'associe à une mortalité et morbidité très importante. Et il peut même révéler la granulomatose septique chronique au cours de la première année. L'agent pathogène, c'est essentiellement l'Aspergillus fumigatus, qui est le principal agent pathogène. Et il peut donner aussi bien des localisations pulmonaires qu'extrapulmonaires, osseuse chez l'enfant avec ostéomyélite. Et il faut la suspecter malgré une prophylaxie antifongique bien suivie chez l'adulte. D'accord? Donc, il faut toujours y penser. Et ici, c'est une revue de la littérature qui dit que chez les patients qui ont une granulomatose septique chronique, une fièvre inexpliquée associée à des signes cliniques ou radiologiques d'une pneumopathie qui ne répond pas au traitement antibiotique, il faut toujours penser à l'aspergillose et démarrer un traitement efficace. Alors, cliniquement, l'aspergillose et la clinique, il est variable selon la localisation. J'ai dit que ça peut se localiser au niveau du poumon, de l'os, du cerveau et de différents organes. La fièvre, elle est présente dans 61% des cas, mais l'absence de fièvre n'élimine pas le diagnostic d'aspergillose. En cas de localisation pulmonaire, on a une pneumopathie ou bien une pneumonie chronique progressive avec des douleurs thoraciques, avec une toux, avec une dyspnée. L'hémoptysie, il est rare, à la différence de l'aspergillose chez le patient qui a une neutropénie. L'aspergillose, en cas de granulomatose septique chronique, s'associe moins fréquemment avec l'hémoptysie parce que le germe ici n'a pas d'action angio-invasive que comme chez les neutropéniques. Alors, la radiologie, la radio standard, il ne donne pas de signes spécifiques. Par contre, le scanner, il peut montrer des lésions extensives destructrices qui dépassent
largement le siège de départ. Si c'est au niveau pulmonaire, ça peut détruire même la paroi thoracique. Si c'est au niveau osseux, ça détruit même les structures de voisinage. Et très important concernant la culture, la culture et les biopsies, le lavage broncho-alvéolaire, l'aspiration bronchique, l'intérêt, la galactomanane et la PCR, ils ont une sensibilité basse au niveau du sang parce qu'il n'y a pas d'action angio-invasive de l'aspergillose. Donc, c'est essentiellement, n'oubliez pas de penser à l'évolution clinique et la non-amélioration sous traitement antibiotique. Donc, le traitement repose essentiellement de premier choix sur le voriconazole. On peut faire appel à l'amphotericine, à la posaconazole et même à la chirurgie en cas de forme extensive. L'apport aussi des immunomodulateurs dans le traitement de l'aspergillose, il est décrit. Donc, la prophylaxie, c'est à vie. Elle répond sur l'antibiothérapie avec l'administration de cotrimoxazole d'une façon journalière, à raison de 1 comprimé de cotrimoxazole fort par jour. Aussi, il repose sur les antifongiques, une prophylaxie antifongique pour prévenir l'aspergillose, en insistant sur l'environnement, éviter de se présenter dans des caves, dans des lieux où il y a des travaux de rénovation, de construction, éviter des activités comme le jardinage, les traconazoles à raison de 4 mg par kilo par jour, et aussi l'interféron qui a quand même montré une réduction de la sévérité de l'infection dans 70% des cas. Et j'arrive à la fin. Donc, pour dire que le déficit immunitaire primitif est possible de le diagnostiquer à l'âge adulte, mais souvent c'est au profit de séquelles qui ont évolué depuis l'enfance. C'est l'intérêt de les connaître et de les diagnostiquer précocement. Et j'attire aussi l'importance sur l'éducation thérapeutique. C'est une maladie chronique à vie, donc l'intérêt de l'éducation aussi bien des parents, de l'entourage et d'accompagner l'enfant vers l'âge adulte. Voilà.